Et nous sommes toujours en direct de la galerie de Mario Colonel sur le 90.5 FM. Et maintenant, on accueille Jean-Paul Roudier. Donc, Jean-Paul, bonjour, merci de venir au micro de Globule Radio. Bonjour. De nous rejoindre. Donc, tu es journaliste à la retraite, auteur, chercheur infatigable de petites histoires et de grandes histoires concernant la vallée de Chamonix, mais pas que. Membre des Amis du Vieux Chamonix. Alors ensemble, on va parler Société Savante et du congrès organisé ce week-end à Chamonix. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu aimes te renseigner? J'ai lu sur ta carte que tu viens de me donner que tu étais géohistorien aussi. Oui, j'essaye de définir un peu ça parce que d'abord, je suis géographe de formation. Je fais une licence de géographie à Grenoble, à l'Institut de géographie alpine, ce qui explique un peu mon intérêt pour la montagne et les Alpes. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se rattachent à la géographie, qui commencent par l'histoire. Alors, j'avais fait dans le passé quelque chose sur Chagall, c'est un peu ça aussi. Et comme je suis... les géographes sont curieux de nature et les journalistes sont encore plus curieux, ce qui fait que de curiosité ensemble, ça finit par faire beaucoup de recherches et voilà. Et beaucoup de trouvailles. Oui, il faut approfondir un peu des sujets qui ont souvent été traités, mais quelquefois, il y a eu de la confusion. L'histoire n'a pas toujours été écrite par des gens qui maîtrisaient l'écriture. Résultat, on a quelques difficultés des fois à avoir des choses précises. Donc moi, j'aime bien revenir un peu à l'origine des documents d'origine pour s'assurer qu'on a bien, on a bien la vérité juste. Oui, et fouiller un peu. Donc, on va parler Société Savante et du congrès qui est organisé ce week-end. Donc, Société Savante, ça fait un petit peu peur, dit comme ça. Ça effraie un petit peu. Mais en fait, alors, c'est quoi une société savante? Oui, c'est un terme qui est un peu désuet. Et maintenant, tout le monde se dit ça. Qu'est-ce que c'est que ces sociétés savantes? C'est parce que c'est un héritage du 19e siècle et qu'à l'époque... quand la Savoie, on a voulu réhabiliter les académies de Savoie pour le retour dans le royaume de Piémont-Sardaigne. Et donc, on parlait de ces académies. Et puis, les sociétés, c'est parce que c'est le nom ancien des associations d'aujourd'hui. Donc, les sociétés savantes, parce qu'elles parlaient essentiellement d'histoire, de géographie, d'archéologie, où à travers ces sociétés, les premiers chercheurs ont essayé d'amplifier un peu leurs recherches et de les faire connaître à travers les académies en question. Voilà, donc c'est des experts ou des amateurs qui se rassemblent pour mener des travaux de recherche qui sont souvent originaux. C'est une société d'émulation en fait. J'ai lu qu'il y avait quand même beaucoup de travail collectif d'où le terme d'association que tu utilises. C'est vrai qu'il y a un travail ensemble, on cherche de nouvelles informations sur un territoire donné. Voilà, et l'intérêt des sociétés savantes, c'est d'être regroupées dans une union maintenant, qui existe d'ailleurs presque depuis l'origine, puisque l'idée c'est quand même d'échanger ces informations, ces connaissances d'une discipline à l'autre, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet ni réseaux sociaux, donc il fallait quand même, la seule façon de faire connaître c'était de publier, et c'est encore vrai aujourd'hui. Les principales actions des sociétés savantes, c'est de publier des actes après les congrès. Cela reste dans les bibliothèques et on peut les consulter sur ce qui a été travaillé, mais le domaine est très, très large. Très large, oui, des domaines qui vont des lettres, des sciences, des arts, de la géographie, tu l'as dit, de l'écologie. Maintenant, on fait rentrer aussi de nouvelles disciplines dans ces sociétés savantes, de nouvelles recherches. Oui, l'archéologie aussi, et puis... Maintenant, l'interdisciplinarité fait partie de l'évolution des choses, donc il faut que les chercheurs qui sont des spécialistes confrontent leurs recherches avec d'autres disciplines. C'est un peu la géographie souvent qui est à l'origine de cette synthèse un peu en toutes les disciplines, donc ça fait partie du rôle des sociétés savantes. Mais on ne peut plus changer les noms, on voudrait bien l'appeler autrement, mais maintenant c'est écrit et ça reste...
les sociétés savantes, même si on pourrait appeler ça une fédération des associations à caractère historique et scientifique, en fait. Ça ferait pas moins peur. Voilà, je crois Finalement. pas. Non, non. Non, je trouve que Société Savante, ça Voilà. dit bien les choses. Alors, c'est vrai il y a de nombreuses missions, hein. La publication, ça, tu en as parlé, donc pour faire avancer la connaissance dans différents domaines d'activité. Il y a un rôle d'archivage aussi qui est important, de valorisation des savoir-faire locaux. Il y a la constitution de bibliothèques avec ses publications et puis d'autres ouvrages parus sur un territoire. Parce que c'est vrai que les sociétés savantes, c'est vraiment donc une association, enfin une ou des associations qui travaillent pour valoriser les régions. Il y a ce côté régionalisme aussi dans la société savante. Oui, absolument, parce que en plus c'est sur les 2 départements savoyards. Donc maintenant, cette union des sociétés savantes, ça regroupe 23 associations, ce qui représente, même si il n'y a pas d'adhésion individuelle dans l'union, les adhérents, ils adhèrent à des sociétés comme l'Académie chablaisienne ou la Société des Amis du Vieux Chamonix. Ils n'adhèrent pas à l'union, ce sont les personnes morales de l'union. Mais ça représente 5 à 6 000 personnes sur les 2 départements savoyards. 5 à 6 000 personnes qui sont représentées à travers leurs 23 associations qui font partie de l'Union des sociétés savantes de Savoie. D'accord, parce que donc ici à Chamonix, ceux qui portent la connaissance et l'organisation du congrès dont on va parler tout à l'heure, c'est les Amis du Vieux Chamonix, oui. Donc société savante de Chamonix. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces Amis du Vieux Chamonix ? Oui, c'est une association qui a été créée par Mireille Simon en 1969, donc ça fait plus de 50 ans maintenant. Et à l'origine, Mireille Simon et René Simon, qui a été un spécialiste de la restauration de l'art baroque, la Société des Amis du Vieux Chamonix, c'était aussi la gestion du musée alpin. À l'origine, ça fonctionnait ensemble. Et puis après, la commune a repris en 2001 la gestion directe du musée alpin parce que c'était naturel que ce musée soit sous gestion communale. Et donc, voilà. Donc l'association, elle est présidée aujourd'hui par Françoise Simon, qui est une des filles de René et Mireille Simon. Et puis, elle s'attache à protéger le patrimoine en général de la vallée de Servoz-à-Valorcine, et pas que sur Chamonix même, parce que tout est maintenant imprégné, les limites communales ne sont plus suffisantes pour protéger le patrimoine. Il faut voir globalement ce que c'est le patrimoine. Donc là-dedans, il y a le fonctionnement d'une bibliothèque qui est très importante. Une très belle bibliothèque autour des connaissances... autour des ouvrages parus sur la vallée de Chamonix en général et la montagne en général. Oui, il y a donc une documentation très importante qu'on peut mettre en valeur maintenant puisqu'on a de nouveaux locaux et qu'on a quitté l'emplacement qui était au-dessus du musée pour pour prendre la place de l'ancienne... où était Météo France au 134 avenue de Courmayeur. À Chamonix-Sud. À Chamonix-Sud, dans l'immeuble Betty, tout le rez-de-chaussée. En gros, on a multiplié la surface par 4, ce qui permet de mettre en valeur les 22 000 ouvrages de la bibliothèque. Super, mais elle est accessible au public, donc cette bibliothèque. Elle est accessible au public, même si les locaux ne sont pas encore inaugurés, ce sera fait le mois prochain. Mais la bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 15h à 18h. Tous les jeudis de 15h à 18h. De 15h à 18h, comme avant, et puis sur rendez-vous pour les chercheurs ou les étudiants qui viennent beaucoup travailler. Là, on peut aussi prendre rendez-vous hors de ce jeudi pour venir consulter et rencontrer les personnes qui s'en occupent. Et donc les autres missions des Amis du Vieux Chamonix, donc Société savante de la vallée de Chamonix, c'est de mener des recherches aussi sur ce territoire. Puis, je crois que c'est aussi ce qu'il faut noter, parce que ça ne se voit pas trop, mais c'est très important, c'est la conservation du patrimoine, la conservation de cette documentation de livres. L'association achète régulièrement des documents anciens, il faut les entretenir, les restaurer, les mettre en valeur. Il y a une photothèque importante, il y a une filmothèque importante aussi. Et donc, de nombreuses gravures aussi, 19e. Voilà. Et l'association est propriétaire de 41
40 œuvres acquises de Gabriel Lopé. Donc ils sont souvent exposés dans des locaux municipaux, mais c'est l'association qui est propriétaire de ces tableaux, notamment les grands. Une richesse inestimable. Voilà, et on les met là où il y a la place de les mettre, c'est-à-dire au Majestic. Au Majestic. Voilà. Et donc l'association, elle compte 500 membres, ça a l'air de rien, mais il y a 500 adhérents dans l'association. Il y a beaucoup de résidents secondaires qui viennent l'été, mais aussi l'hiver. Mais il y a 500 adhérents, et donc ça fait beaucoup de monde. Et pour ces adhérents, il y a une activité importante, c'est-à-dire qu'il y a des sorties au printemps, en été, où on va voir des sites historiques et patrimoniaux de l'Italie, du Val d'Oise, de Suisse ou du Faucigny. Et puis, pour tout le monde, on organise des conférences gratuites 2 fois par an, 4 conférences en hiver et 4 en été, sur des différents sujets. Donc il y a une activité. L'association est d'utilité publique. Donc ça explique pourquoi on n'est pas refermé sur nous-mêmes. Oui, puis les sociétés savantes, c'est vrai qu'à l'époque, mais encore aujourd'hui, je pense, c'est vraiment un lieu pour se rencontrer, pour sociabiliser, pour parler de patrimoine et pour parler de ces petites histoires qui créent la grande histoire. Oui, alors c'est vrai que on voit bien que dans cette vallée où il y a beaucoup d'activités scientifiques, beaucoup de recherches individuelles, beaucoup de travaux dans de différents domaines, c'est important qu'on puisse échanger entre, par exemple, la réserve des Aiguilles Rouges ou ailleurs. On a des glaciologues, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans différents domaines, et donc la société savante n'est pas fermée à tout ce qui est le passé. Elle est aussi présente sur la recherche scientifique actuelle. Et c'est difficile pour les Amis du Vieux-Chamonix de recruter du sang neuf pour venir vous aider à mener ces recherches ou organiser ce congrès ? Alors le congrès, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Il se trouve que ce congrès a lieu tous les 2 ans en alternance en Savoie. La dernière fois, c'était à Aix-les-Bains. Cette année, ce sera à Chamonix. Et donc, c'est quand même essentiellement les principaux acteurs de l'association qui gère ça, autour de Christine Lasserre, qui est la secrétaire des Amis du Vieux-Chamonix, qui s'est beaucoup impliquée dans cette préparation de congrès. Christine Lasserre, guide conférencière aussi. Voilà, en plus. On va en parler tout de suite, après une musique d'une locale, Estelle Giordani, qui vient de sortir un titre qui s'appelle SEM. C'est un très beau titre, et tout de suite après ce titre, on parle du 49e congrès donc organisé à Chamonix, le congrès de l'Union des sociétés savantes de Savoie. Et toujours en direct de la galerie Mario Colonel, sur le 90.5 FM de Globule Radio, et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Roudier. On parle du congrès de l'Union des sociétés savantes qui est organisé cette année donc à Chamonix. On en a appris un petit peu plus sur les missions des sociétés savantes. Donc on va rentrer maintenant dans la programmation de ce congrès qui aura lieu donc à Chamonix ce week-end, les 19 et 20 octobre. Donc ça approche. J'imagine que tout est super bien calé avec les 23 associations de Savoie et de Haute-Savoie qui sont présentes pour ce congrès, pour ce grand moment de retrouvailles et puis de transmission des savoirs. Donc 23 membres, 23 sociétés membres de l'Union des sociétés savantes. Donc on les a rapidement effleuré tout à l'heure avec l'Académie chablaisienne, l'Académie du Faucigny, l'Académie Florie-Montagne, l'Académie salésienne d'Annecy. Je vais peut-être pas toutes les citer, mais en tout cas, on va venir ce week-end pour parler des recherches de ces différentes sociétés. Ça va être vraiment un beau moment. J'imagine que vous avez mis longtemps pour organiser et pour rassembler tous ces gens, non ? Ça a été... C'est depuis quand vous travaillez sur ce projet-là ? Alors ça fait 1 an qu'on prépare ce congrès, et effectivement, la difficulté, c'est de choisir les communications. Il y a la place pour 42 communications en un jour et demi. Ça veut dire qu'on a fait une sélection sous l'autorité du président de ce congrès, qui est Nicolas Carrier. Nicolas Carrier, c'est un médiéviste, professeur d'histoire
à l'université de Lyon, qui est originaire de Montroc et qui connaît bien la vallée. Donc, Qui avait fait une thèse sur oui, les... sur les alpages et sur les agriculteurs du Moyen-Âge, il me semble, mais je ne sais plus le détail exactement de ça. Les consorts. Les consorts dont il sera question dans ce congrès, notamment, dans une des communications du congrès. Voilà, donc plus de 40 intervenants. Oui, 40 intervenants. Des historiens, des géographes, des archéologues, des géologues, des sociologues, des acteurs et témoins du monde de la montagne vont y présenter des recherches inédites sur le thème. Le grand thème, c'est montagne et haute montagne dans l'arc alpin des anciens États de Savoie. Oui, l'idée c'est que chaque congrès a son thème. Et la dernière fois c'était Aix-les-Bains, c'était évidemment sur l'eau. Ici c'est la montagne, ça paraît assez naturel. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, on a demandé à tous les intervenants de nous apporter des connaissances nouvelles sur sur quoi ils avaient travaillé, pour que tout le monde puisse en profiter. Parce que ce congrès, il est ouvert à tous, et pas seulement aux membres des sociétés savantes, mais tout le monde peut venir. Chaque communication durera 20 minutes et pas plus, et il y aura 10 minutes de débat après chaque communication, parce qu'il faut pouvoir loger 42 intervenants en un jour et demi. Oui, et puis ça correspond vraiment à une nouvelle pratique qui est adaptée à tout le monde, autant les membres d'associations liées au patrimoine que juste aux passants qui ont envie d'en savoir plus sur tel ou tel sujet, puisque 20 minutes de connaissances documentées sur un sujet précis sont offertes au public, parce que tout ça est gratuit, donc on peut juste passer une tête et aller et venir entre ces différentes interventions et voilà, et avoir de nouvelles connaissances sur des thèmes hyper variés quand même. Il faudra faire des choix, parce que les communications sont dans 4 salles différentes en même temps. Donc on ne peut pas être partout à la fois. Donc le programme qui a été publié et qui est disponible partout et permet à chacun de dire, ben là je vais choisir ce milieu-là. Monsieur Bernard Coutin, par exemple, qui est un avocat d'Albertville, va venir parler d'un sujet que les habitants de la vallée, sur lequel les habitants de la vallée se sont concernés, c'est-à-dire les alpages des Chaiseries et du lac Blanc, parce qu'il y a besoin de faire évoluer la jurisprudence sur ces problèmes d'alpage des consorts, des fonds de vaches, et qui sont très connus dans la vallée, mais qui ne sont pas juridiquement très, très clairs. Les maires se battent avec ça pour essayer d'arbitrer les conflits qu'il peut y avoir. Donc, c'est des communications qui sont souvent très concrètes sur des choses... des sujets très précis. Des sujets très précis. Ouais, moi, j'ai relevé plein de trucs. Alors, je ne pourrais pas être partout non plus. Mais par exemple, il y a Claude Barbier qui vient parler de ski, sexe et Savoie, entre consumérisme et raillerie, les bronzés font du ski. Ça va être... c'est d'actualité. Et oui, et puis celui de tout de suite après de sa fille, qui s'appelle Savoya Barbier, est un petit peu lié à la même chose, parce qu'elle va parler de l'histoire de la chanson Étoile des Neiges. Oui, ça, je me le suis noté aussi. Curieuse histoire du chant Étoile des Neiges. Et oui, parce que vous avez vu, avec la disparition récente de Michel Blanc, on redécouvre cette chanson, et on va apprendre sans doute qu'en fait, au départ, dans les bronzés fonds de ski, ils voulaient utiliser la chanson d'origine Étoile des Neiges, mais sans doute, ils n'avaient pas les droits d'utilisation. Et donc, on a transformé le texte, mais ce que chante Michel Blanc sur son télésiège la nuit, c'est quasiment la même musique. Quand te reverrai-je. Quand te reverrai-je, voilà, et c'était à partir de l'Étoile des Neiges. Voilà. Donc, ouais, là, il y en aura aussi pour le grand public. Oui, et puis je me suis noté aussi pas mal d'interventions liées au réchauffement climatique, au changement climatique. Il y a beaucoup d'interventions vraiment qui prennent en compte ce réchauffement climatique inquiétant aujourd'hui et Sylvain Coutran va venir parler changement climatique, les glaciers du Mont Blanc vont-ils disparaître ? Voilà. C'est quand même on est en plein dans l'actualité, on ne peut pas être plus pertinent sur le présent que
pour les sociétés savantes du 19e siècle. On a aussi Laurent Astrade, Les torrents de Savoie, témoins des interactions entre montagnes, espaces de vie et des changements climatiques. Voilà. Donc là aussi, un sujet très précis lié donc au torrent de Savoie. On a aussi Robert Moutard, alors ça c'est en même temps, donc plaidoyer pour le géotourisme ou comment faire parler les montagnes. Voilà, et ça je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que je n'ai pas assisté à sa conférence. Assisté. Mais vous avez par exemple aussi, ce qui est intéressant, c'est Michel Carra, qui est un géophysicien, mais qui est le créateur de l'association du village des bois. Et qu'on a invité dans Globule. Voilà, donc il va parler de la disparition des deux villages et qui ont été écrasés par la mer de glace qui s'appelait le glacier des Bois avant de s'appeler la mer de glace au moment du début du petit âge glaciaire. Et il a fait faire des recherches très, très précises sur des sondages notamment pour essayer de retrouver une trace de ces deux villages disparus. Je fais une légère intervention parce qu'effectivement, on a reçu Michel Carra précisément sur ce sujet cet été avec Sylvain Coutran qui est venu nous parler ensuite sur le recul des glaciers. Donc voilà, pour dire que l'interview est disponible sur le site de Globule si vous voulez si vous y intéressez. Et puis évidemment, allez à la conférence pour en savoir plus et poser vos questions. Voilà. Et il y a aussi Juliette Craplet qui sera présente le dimanche pour nous parler de la mort en montagne dans la vallée de Chamonix, expérience et représentation. Donc là aussi, un sujet très actuel. Guerre et pierre en montagne. Alors ça, c'est Robert Porret. Donc on ne peut pas tout vous dire puisqu'il y a, comme vous le disiez, Jean-Paul, plus d'une quarantaine d'interventions qui sont prévues entre samedi 19 octobre, 10h15 et jusqu'au dimanche. Donc consulter ce programme. Où est-ce que les gens peuvent le consulter, ce programme, ou le trouver, en tout cas ? Alors, le programme, il peut se consulter avec un QR code, là où il y a le QR code sur les affiches, sur les programmes. Et puis, on peut le consulter sur le site des Amis du Vieux Chamonix. Amis-vieux-chamonix.org. Il y a aussi le programme avec l'accès par QR code. Et puis, il est distribué dans les offices du tourisme de la vallée. Voilà, on l'a distribué un peu partout. Donc c'est vraiment un chouette moment où on vous encourage vraiment à aller si vous voulez en savoir plus sur la vallée de Chamonix. Il y a une grande ouverture à des préoccupations très actuelles, on l'a dit, avec ces différentes interventions autour des changements climatiques et des montagnes et du lien entre hier et aujourd'hui en montagne. Donc comment ça va se passer concrètement ? Le samedi 19, donc, il y a une ouverture qui est prévue à 9h avec différents discours. Oui, ça c'est l'introduction du congrès, mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet à 10h15 avec les premiers intervenants dans les 4 salles. Voilà, je pense que c'est le président de l'Union qui est M. Jean-Pierre Dubourjat qui interviendra avec le maire, évidemment, et puis Nicolas Carrier en tant que président du congrès. Et puis, il y aura donc des possibilités, après chaque intervention de 20 minutes, d'un débat avec le public qui sera là, qui peut se poursuivre ensuite. Il y a un salon où on peut causer, prolonger un petit peu après, et puis tout le monde peut se rencontrer dans le Majestic où il y a des possibilités de se retrouver. Et j'avais envie qu'on parle aussi de la soirée du 19 octobre, cette fameuse soirée qui est organisée avec avec 3 invités. Donc c'est une soirée qui se déroulera de 19h à 21h avec 3 invités bien connus dans la vallée de Chamonix. Donc Luc Moreau qui viendra parler, qui viendra nous montrer en fait ces images de glaciers du Mont Blanc en images accélérées. Oui, Luc Moreau s'est fait un peu de spécialité de faire des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, mais de montrer l'accélération à travers des images qui succèdent de l'avance des glaciers manuels. Donc il a fait ça. Et il a fait ça, je crois, sur le glacier des Bossons, mais aussi avant sur le glacier d'Argentière. Et donc, voilà, c'est une autre vision de... Voilà, comme c'est essentiellement visuel, il n'est pas dans les interventions.
Mais bon, on a beaucoup de glaciologues dans la vallée, hein, donc ils sont, voilà, ils sont tous présents, puisque Ludovic Ravanel sera là aussi pour parler des glacières, ces fameuses glaciers qui ne sont pas trop apparents, mais qui existent. C'est un sujet qui n'est pas souvent traité, ça. Et puis il y a aussi, je pense à Francine Brachet, les ponts du diable. C'est intéressant parce que il y a beaucoup d'endroits où il y a des ponts du diable. Il n'y en a pas qu'à côté d'Annecy. Et donc je pense qu'elle va pouvoir dégager un peu l'historique de ces appellations. Mhm. Donc ça, c'est en fin de journée le samedi, hein, Francine Brachet, les ponts du diable. Et si on revient sur cette soirée du 19, donc on a Luc, on aura Claude Marin aussi qui va venir nous parler de l'alpinisme inscrit à l'UNESCO au titre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc ça fait combien d'années déjà que l'alpinisme est inscrit? Ça doit faire 2 ans, je dirais. Voilà, c'est pas plus ancien que ça. C'est vrai que maintenant c'est fait, et il fallait le faire. Même si on espère qu'un jour il n'y aura pas que l'alpinisme qui sera inscrit à l'UNESCO, mais l'ensemble du massif. Du massif du Mont Blanc. Et c'est un peu plus compliqué puisque ça concerne 3 pays avec 3 structures administratives différentes, donc c'est plus difficile. Donc tout un questionnement aussi sur cette inscription à l'UNESCO. Et Jeanne Mascolo de Philippis qui présentera son film Chamonix-Mont-Blanc, une histoire de conquête. Oui, donc ça pour ceux qui suivent un peu l'actualité dans la vallée, certains l'ont déjà vu, mais je pense que pour les membres des sociétés savantes de Savoie, ça va peut-être être une découverte. Donc c'est bien que voilà. Mais ça, c'est un peu une soirée détente animation pour sortir un peu des contraintes des 20 minutes chacun, que les gens puissent se rencontrer aussi et puis profiter de la documentation de ce qu'on possède ici dans la vallée sur l'histoire de la montagne et des glaciers. Donc après cette soirée, on repart sur une matinée d'intervention dès le dimanche matin, 9h30. Oui, c'est matinal, mais il fallait le faire parce qu'on ne pouvait pas caser 42 interventions dans une seule journée. Et puis voilà, je pense que ceux qui vont passer le week-end ici profiteront aussi de découvrir la région l'après-midi. C'est libre l'après-midi ou vous avez des choses de prévues? Alors, il y a des sorties prévues pour les congressistes. Je crois qu'il y a une visite prévue au Musée des Cristaux. Il y a la visite de la Maison de la Mémoire des Patrimoines. Et puis des visites libres de la vallée avec ceux qui voudront s'intéresser un petit peu à la vallée. Donc le 49e congrès de l'Union des sociétés savantes, donc c'est ce week-end, c'est gratuit, ça correspond vraiment à toutes les interrogations qu'on peut tous se poser sur la vallée de Chamonix, mais tous les États de Savoie en général, avec des interventions vraiment sur des sujets hyper variés. Tout le monde est le bienvenu pour participer à ce congrès. Oui. J'allais dire aux auditeurs, n'ayez pas peur, les sociétés savantes ne sont pas réservées aux savants, elles sont réservées à tout le monde pour que tout le monde puisse profiter des connaissances des autres et échanger sur ce domaine et rencontrer aussi ces spécialistes qu'on ne connaît pas toujours très bien, sauf ceux de la vallée, mais ceux de Savoie, en Haute-Savoie, on ne les connaît pas forcément très bien, mais ça sera une occasion pour le public de les rencontrer et puis de choisir un peu, de faire un peu son propre programme. Son propre programme par rapport à celui qu'on a prévu. Voilà, puis tous les intervenants ont fait l'effort justement de condenser toutes leurs connaissances sur un sujet en 20 minutes, vraiment pour proposer des interventions percutantes, quoi. Voilà, puis on sait toujours que c'est difficile pour des intervenants de se tenir à un chronomètre, donc il y aura des responsables à côté d'eux pour leur rappeler qu'il ne faut pas trop déborder, sinon on n'arrivera pas à faire parler tout le monde. À caler tout le monde. Donc procurez-vous ce programme. Et avant de revenir avec Jean-Paul qui va nous parler de l'histoire des 2 Marie Paradis, on va en reparler tout de suite après Radiohead, Everything in the Right Place.
Et toujours en direct de la galerie Mario Colonel. Donc on a parlé du Chamonix Photo Festival avec Mario, on a parlé de cette galerie bien sûr, et là on parle du congrès des sociétés savantes, de l'Union des sociétés savantes de la Savoie, avec Jean-Paul Roudier. Et on est ravis d'être ici ce matin donc, pour annoncer ce congrès de l'Union des sociétés savantes de Savoie qui a lieu ce week-end, on le rappelle, au Majestic, et qui est organisé par l'association des Amis du Vieux Chamonix. Donc maintenant, on va parler d'une histoire qui aurait pu avoir sa place comme une intervention pendant le congrès, mais qui aurait vraiment pu trouver sa place. C'est l'histoire des deux Marie Paradis. Donc c'est un sujet très précis dont va nous parler Jean-Paul. Mais avant de nous raconter cette histoire, pourquoi ça a du sens par rapport au congrès ? Précisément parce que c'est un congrès de l'Union des sociétés savantes qui avait eu lieu à Saint-Jean-de-Maurienne en 1992 ou 93, que Paul Tugler, qui est à l'origine de cette découverte, ancien secrétaire général de la mairie de Chamonix, a fait une communication précisément dans ce cadre de ce congrès. Et ça a été une révélation pour tout le monde. Alors après, on l'a un petit peu oublié. On en a un peu reparlé au moment du bicentenaire de la première ascension féminine en 2008. Mais pas suffisamment, à mon avis, pour bien mettre en valeur ce travail de Paul Tugler, parce que vous savez que les secrétaires de mairie, les secrétaires généraux sont avant tout des officiers d'état civil, et quand il a pris sa retraite de sa fonction de secrétaire de mairie, général de la mairie de Chamonix, il est allé voir les registres paroissiaux des communes concernées, parce qu'il y avait une anomalie. On disait que Marie Paradis avait fait l'ascension à 29 ans, et la date de naissance qu'on avait correspondait à 20 ans. Et donc, lui s'est posé la question. Maurice Guay, un ancien président de l'association des Amis de Chamonix, qui s'est occupé beaucoup de généalogie, c'est une des activités d'ailleurs de l'association des Amis du Vieux Chamonix, la généalogie dans la vallée, lui aussi s'était posé cette question en disant c'est anormal puisque le compte-rendu de l'association de la première ascension féminine du Mont-Blanc par le maire de Chamonix de l'époque faisait état de cet âge. Mais ça collait pas avec les dates qu'on voit affichées sur la plaque de l'avenue Marie Paradis. La rue Marie Paradis, donc qui affiche première femme au Mont Blanc. Première femme au Mont Blanc, 1788-1839. Voilà. Donc alors, où est le loup ? Le loup, il a fallu, quand Paul Tugler est allé consulter les registres paroissiaux, qui sont les anciens documents d'état civil des communes. Il est allé aux Ouches, puisque la famille Paradis est originaire des Ouches, et aux Ouches, il a découvert l'acte de mariage des parents, l'acte de naissance de 4 enfants, mais pas le 5e. Et comme Madame Paradis, mère, qui s'appelait Viande, son nom de jeune fille, était originaire de Saint-Gervais, il a eu la curiosité d'aller jusqu'à Saint-Gervais. Il a consulté les mêmes... Pour retrouver ce 5e enfant. Et il a retrouvé dans l'état civil de la famille Vian, nom de jeune fille de Madame Paradis, mère, la naissance d'une Marie Paradis à Saint-Gervais en 1779. Ce qui correspondrait à la bonne date qui n'est pas sur la plaque. Donc là, on découvre qu'il y a en fait 2 Marie Paradis, 2 Marie Françoise, parce que le prénom est identique, qui avaient 9 ans de différence. Et c'est la plus âgée qui a fait l'ascension du Mont Blanc le 14 juillet 1808, 13 et 14 juillet 1808. Et du coup, pour la distinguer de sa sœur, on l'a appelée l'aînée, Marie-Françoise l'aînée. Françoise est tombée en désuétude, elle s'appelait toutes les 2 Marie. Et Marie Paradis, il n'y en avait pas qu'une, il y avait 2 Marie Paradis, dont une a fait l'ascension du Mont Blanc. C'était la plus âgée des 2. C'était la plus âgée, donc qui n'est pas née en 1788 comme sa petite sœur. Mais en 1779, à Saint-Gervais et pas aux Ouches. À Saint-Gervais et pas aux Ouches. Voilà. Donc ça, c'est aussi important parce qu'il y a toujours eu un peu cette... on dit souvent que Marie Paradis est des Ouches, quoi. Du Bourgeat. Oui. Ils ont une maison familiale au Bourgeat. Oui, absolument. La maison existe toujours. Elle porte le nom de la famille. Et les autres sont tous nés à Saint-Gervais. Sont tous nés aux Ouches. Les parents se sont mariés aux Ouches. L'acte de mariage, il a aussi relevé, Paul Tugler.
Donc c'est là qu'on a vu que Madame Marie Paradis Névian était née à Saint-Gervais. Et il était assez naturel, c'est d'ailleurs encore un peu vrai aujourd'hui. Souvent, les jeunes mamans, pour leur premier enfant, vont accoucher près de leur mère, dans le village où elles sont nées. C'est arrivé souvent. Mm. Voilà. Et ensuite, revenu Et ici revenu aux aux Ouches Ouches. après, dans une famille de cultivateurs. Et elle était cultivatrice et elle était aussi servante d'auberge à Chamonix. C'est comme ça elle s'est trouvée embarquée dans cette aventure de l'ascension du Mont Blanc, parce qu'elle n'était pas du tout alpiniste. Et c'est là qu'il y a eu une deuxième, pas confusion, mais une deuxième ambiguïté. C'est que dans les derniers livres qui ont été écrits, notamment par Agnès Couzy sur les femmes alpinistes, on explique bien que la première femme alpiniste au sommet du Mont Blanc, c'est pas Marie Paradis, c'est Ariette d'Angeville, 30 ans plus tard, parce qu'elle a vraiment construit une expédition pour faire l'ascension du Mont Blanc comme alpiniste, et tandis que Marie Paradis, elle a plutôt été poussée, hissée par les gens. Et elle soufflait comme une poulaille. Voilà, pour remonter, parce qu'ils avaient fait un peu le pari pour le 14 juillet, parce qu'à cette époque, le Mont Blanc était dans le département du Mont Blanc, entre deux périodes où ça a été le royaume de Piémont-Sardaigne. Là, on était France, et donc on a voulu que pour le 14 juillet, ils ont dit, on va emmener quelqu'un, et ils ont recruté, entre guillemets, Marie Paradis sur le parvis de l'église de Chamonix, où elle était avec une amie. Et en lui disant, elle a dit, mais moi je veux pas y aller, je ne suis pas montagnarde. Et on dit, mais on s'occupe de tout, t'inquiète pas. Voilà. Et c'est qui les guides qui l'ont Alors, emmené au sommet? dans les guides, il y avait un certain Jacques Balmat, qui était le conquérant du Mont Blanc en 1786 lui-même, et deux de ses fils, notamment, plus deux autres hussards. Voilà, ils avaient fait un petit groupe, et ils cherchaient en disant, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour marquer le coup pour le 14 juillet. On va favoriser l'ascension d'une femme au sommet du Mont Blanc. C'était d'ailleurs une première, du coup. Alors, les deux filles qui se sont retrouvées présentes sur la place du prieuré, ils disent dans les textes, c'est-à-dire devant l'église de Chamonix, en gros, il y en avait une autre qui s'appelait Euphrasine, je crois, et qui avait un bébé dans les bras. Et donc, ils ont d'abord pensé que ce serait elle, mais avec le bébé, c'est un nouveau-né, c'était pas un peu difficile de demander à la maman d'aller au Mont Blanc avec le bébé qui serait resté en bas. Tandis que Marie Paradis était pas dans cette situation et elle s'est laissée convaincre. On lui a dit que si elle faisait, après, elle serait reconnue comme la première femme au sommet du Mont Blanc, qu'elle toucherait des étrennes en redescendant, tous les gens qui viennent la voir, aux pèlerins. Elle a ouvert une petite buvette d'ailleurs. Oui, elle a vendu un peu de ses produits et elle s'est retrouvée un peu dans tout ce qui faisait la notoriété de l'ascension du Mont Blanc après, quoi. Mhm. Surtout qu'elle était donc portée un peu par Jacques Balmat, qui était la star. Qui était la star du Mont Blanc. Mhm. Voilà. Mais n'empêche que sa plaque dans le centre-ville de Chamonix ne mentionne pas sa bonne date de naissance. Oui, C'est la bonne date de mort en revanche ou... Oui, 1839 c'est bien la date de son décès. Elle est décédée aux Ouches? Elle est décédée aux Ouches, elle est toujours enterrée aux Ouches dans ce qui était l'ancien cimetière devant l'église. Après, le cimetière a été construit aux gens, mais là... enfin bref, c'est Mais bon, il n'y a plus de il n'y a rien qui le distingue. Donc moi, à l'occasion du bicentenaire, je penserais, en 2008, je pensais que peut-être les communes des Ouches ou de Chamonix feraient quelque chose pour, d'une part, rectifier cette erreur de date sur la plaque du côté de Chamonix, puis peut-être que les Ouches, un jour, pourraient bien mettre aussi une plaque aux Ouches pour expliquer que la première femme qui est allée au sommet du Mont Blanc était originaire des Ouches, même si elle est née à Saint-Gervais. Oui, ou en tout cas rétablir une certaine vérité, dire qu'elle a vécu ici et qu'elle est morte ici, et toute la famille qu'elle a été enterrée ici. Très connue, voilà. Mm. Mais Marie Paradis était quand même une femme un peu rustre, on va dire, c'est normal, c'était son milieu. Et elle a d'autant plus de mérite d'aller au sommet, même si elle a été beaucoup poussée, portée et encouragée, parce qu'elle avait eu un enfant, mais pas 15 jours avant, contrairement à ce qu'on dit, mais 4 mois plus tôt. Ah, 4 mois, parce que ouais. Là, moi j'ai souvent lu une semaine. Voilà, mais non, c'est pas possible, d'une part. Ensuite, ça me semblait un peu très, compliqué. Très fou. Mais non, c'est 4 mois, parce que là aussi, Paul Tudler est allé chercher dans l'état civil, parce qu'on savait que Marie Paradis avait eu un enfant hors mariage avec un voisin, et que dans l'époque, il n'était pas question qu'une
fille-mère, puisse accoucher dans la paroisse où toute sa famille était. Donc là aussi, il a cherché et il a trouvé à Sallanches l'acte de naissance de son fils qui s'appelait Abraham et qu'elle avait eu avec un compagnon dont on a le nom, voisin de chez elle. Et ce garçon, eh bien, il a grandi aux Ouches et puis après il est parti à Paris et on n'a plus entendu parler de lui. Ah, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Non, non. Par contre, Marie Paradis a hébergé sa belle-fille jusqu'à sa mort dans sa maison de Bourgeat. D'accord. Sa Voilà. belle-fille, donc la femme de son La fils. femme de son fils. Ok. Voilà. Mais il y a toute une vérité à rétablir sur Ah oui, Marie il y a- Paradis. En fait, il a une vie très, très riche et dense, quoi. Oui, Il s'est puis il y a eu passé beaucoup de pas choses mal de écrites choses. parce que après Ariette d'Angeville, qui n'était pas du tout en conflit avec elle, quand elle est redescendue du Mont Blanc et qu'après avoir récupéré un peu de son ascension, elle est allée la voir chez elle aux Ouches. Et puis ils ont discuté un bon moment. Elle avait déjà le projet d'aller au Mont Blanc. Donc, C'était en revenant, en redescendant du Mont Blanc. D'accord. Mais là aussi, il y a eu des histoires parce que Marie Paradis n'a pas toujours laissé entendre, pour des raisons qu'on comprend compte tenu du contexte de l'époque, qu'elle n'était pas mariée, qu'elle avait eu un enfant hors mariage. Parce qu'à l'époque, vous voyez bien que c'était très compliqué. Donc, elle a quelquefois laissé entendre qu'elle avait épousé un guide, ce qui n'était pas le cas. Et puis là-dessus, vous avez Alexandre Dumas qui a beaucoup brodé sur toutes les histoires du Mont Blanc et qui n'a pas fait un travail de journaliste, mais un travail de romancier. Il n'a pas toujours vérifié ce qu'il publiait. Et donc, il a écrit souvent des erreurs historiques. Et voilà, tout ça est parti. Mais bon, ça fait un côté un peu romanesque à la vie de Marie Paradis, qui a donc s'est retirée dans cette maison-là, au Bourgeat, et qui avait et donc hébergé sa belle-fille jusqu'à la fin de sa vie. Quelle histoire! Quelle histoire pour une habitante des Ouches, agricultrice et servante d'auberge. Il y a quand même une histoire. Ouais, mais le mérite revient à Paul Tudler qui est allé chercher tout ça dans l'état civil parce qu'on sublorait qu'il y avait des choses compliquées, mais personne ne l'avait vérifié sur les documents d'époque. Et donc, Paul Tugler en a fait mention dans l'un des congrès. Donc, Oui. Si vous voulez apprendre des histoires un peu croustillantes sur des sujets variés, rendez-vous à ce 49e congrès de l'Union des sociétés savantes de Savoie. Il y a plein d'histoires à apprendre sur différents sujets, hein, vous l'aurez compris. Voilà. Donc moi, je vous incite, chers auditeurs, à aller écouter ces différentes interventions qui ont lieu ce week-end à Chamonix. C'est une chance quand même de pouvoir avoir tous ces historiens, ces archéologues, ces géographes, ces scientifiques qui peuvent venir nous parler de sujets qu'ils ont travaillés, où c'est vraiment pas du... Enfin, ouais, il y a un vrai, il y a un vrai travail de recherche. Ce sont des chercheurs, souvent des anciens profs d'université ou des chercheurs tout court, enfin très avancés dans leur domaine. Et il y a des professeurs d'université actuels comme Ludovic Ravanel qui est au laboratoire Editem à Chambéry, comme voilà, des gens en activité complète. Il n'y a pas que des retraités. Et donc, non, loin de là, d'ailleurs. Oui, il y a vraiment des gens en activité qui font le point de leur recherche un peu dans leur région, qui sont un peu attachés à ce qui se passe en Savoie et qui ont bien envie de faire partager un peu leurs connaissances. Arnaud Delers aussi qui vient nous proposer une intervention sur les conflits d'usage des pâturages en Chablais médiéval. Voilà. Très précis, mais passionnant. Oui, je pense qu'il y a des gens qui vont venir voir ça et écouter ça. Et c'est vrai, il y aura aussi... j'ai vu ça, l'opéra sur la montagne, la ferme du Mont-Cenis, c'est un opéra que personne ne connaît. Et je pense que ce serait bien de découvrir derrière la conférence de Pierre Genelettis ce que c'est que cet opéra qui s'appelle La ferme du Mont-Cenis. Bah, carrément. Alors, qu'est-ce que tu vas pas louper toi, Jean-Paul? Eh ben, je vais pas, sans doute pas voir grand-chose, que je dois être dans une des salles où il va falloir gérer un petit peu les intervenants pour... les tenir dans les délais. Donc mettre du temps. Voilà. Et puis, quand je n'aurai pas ça, je vais faire un tour dans... Moi, je suis intéressé par tout ce que fait Michel Chiara. J'ai suivi assez près cette histoire de petit âge glaciaire
notamment sur... Alors, il est quand, Michel Carra? Michel Ah Carra, oui, c'est Michel, il ouvre, le premier intervenant dans la salle Michel Payot à 10h15 le samedi. Petit âge glaciaire et vallée de Chamonix, c'est l'histoire du glacier des Bois, de son avancée sur les Tines et sur les deux côtés, et sur les pierres voilà, et sur les deux villages disparus dont je suis en train de chercher le nom, le Châtelard et Bonannay. Bonne nuit. Voilà, ces deux villages ont disparu, mais on a retrouvé leurs traces dans des sondages. Malheureusement, d'après la dernière intervention que j'avais vue de Michel Carra, je crois que les restes sont très profonds et que c'est difficile d'aller chercher, les restes de ces villages sous les moraines dans lesquelles ils sont enfouis. Donc, Michel Carra, alors 10h15 ce samedi. Voilà. Bah, merci de nous avoir mis l'eau à la bouche pour aller écouter toutes ces interventions qui ont lieu ce week-end. On a trop envie d'en savoir plus, en tout cas sur les états de Savoie, pour mettre à jour nos connaissances sur les vallées alpines avec ceux qui cherchent, qui fouillent, qui enquêtent. C'est un vrai travail approfondi de recherche qui est mené par ces sociétés savantes, vous l'avez compris. Donc, passez au congrès des sociétés savantes ce week-end dès 9h pour écouter Voilà, les interventions, c'est à partir de 10h. Mais... Les interventions, c'est à partir de 10h15 même. Voilà. Mais on a des discours avec monsieur le maire de Chamonix, Éric Fournier, monsieur le président de... l'Union des sociétés savantes de Savoie, monsieur Dubourgeat. Jean-Pierre Dubourgeat. Et le président du congrès, qui est Nicolas Carrier. Originaire de Montroc et médiéviste. Et je crois que c'est tout. C'est tout. Non, c'est pas tout du tout, puisque ce week-end, on vous le redit, mais je crois que vous l'avez compris, samedi 19 octobre, dès 9h, le congrès, le 49e congrès de l'Union des sociétés savantes de Savoie, qui a lieu à Chamonix. Tout le monde est le bienvenu pour assister à ces interventions, pour mettre à jour ses connaissances sur les états de Savoie. Merci Jean-Paul d'être venu nous en parler. Mais c'est avec plaisir. Nous, on est contents. Voilà, on est pile à l'heure pour terminer cette émission. On est ravis d'avoir pu parler avec vous du Chamonix Photo Festival, de la Galerie Mario Colonel et du congrès de l'Union des sociétés savantes de Savoie. On remercie encore une fois le service culturel de la communauté de communes de la vallée de Chamonix de nous permettre de mettre en place ces radios des villages tous les 15 jours dans différents lieux de la vallée. Nous, on aime être à votre contact, on aime vous rencontrer pour parler patrimoine, pour parler culture, pour parler de tout ce qui se passe dans cette vallée riche en événements. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, c'est la fin, je crois. Hein. Oui, on peut finir. On a fait tout pile 2 heures d'émission. On est super carré. Merci de nous avoir écoutés. On rappelle que si jamais vous avez loupé une partie de l'émission, ce sera disponible sur le site de Globule, globule.chamonix.radio. Et sur ce, on vous souhaite une très belle journée sur le 90.5.